Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous dans ce nouveau numéro de Regard contemporain avec un professionnel du droit, de l'arbitrage et du règlement des litiges, notamment dans le domaine des affaires. Il s'agit d'un avocat et également ancien ministre de la Justice de la République du Mali. Et sans plus tarder, nous allons entamer l'entretien avec lui. Bonjour maître. Bonjour. Et merci encore à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie plutôt et c'est un plaisir d'être avec vous. Donc voilà, nous allons entamer avec la première préoccupation, c'est-à-dire ancien ministre de la Justice de la République du Mali, conférencier, auteur, avocat inscrit au barreau du Mali et de Paris. Vous êtes également médiateur accrédité auprès de l'ICC et de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Votre profil dénote d'une certaine polyvalence dans le management de la fonction juridique. S'il fallait vous présenter en mettant de côté vos différentes casquettes professionnelles, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Mamadou Ismaïla Konaté? Un passionné du droit, un engagé du développement et un Africain dans l'âme. D'accord, c'est noté, merci maître. Nous poursuivons l'entretien avec la préoccupation suivante. Pourquoi le droit? Qu'est-ce qui vous a déterminé à vous spécialiser dans ce domaine? Parce que le droit est la traduction justement de tout ce qui peut être régulier. Le droit, c'est aussi cet instrument qui permet de réguler le fonctionnement d'un État, de réguler le fonctionnement d'une administration, de réguler des ruptures sociales, de réguler les rapports qu'il y a entre des individus, que ce soit au plan individuel ou que ce soit au plan collectif ou même au plan personnel et dans le domaine des affaires. Je reste convaincu que le droit a toute sa place en Afrique, que le droit doit être déterminant et que nos sociétés ont besoin de droit. Et le droit est en rapport justement avec la justice. Et la justice, c'est quand même cette boussole qui aujourd'hui rétablit les torts, rétablit les déséquilibres et fait la part des choses dans des situations où véritablement on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à penser parce que simplement les positions en face sont totalement opposées. Il faut un arbitre justement pour dire ce qui doit être dès lors que des individus, dans le cadre de leurs rapports humains, de leurs rapports sociaux, de leurs rapports d'affaires, ne savent plus véritablement dire cela. Merci à vous, maître. Et nous poursuivons l'entretien avec la préoccupation suivante. Quel regard portez-vous sur votre parcours en tant qu'avocat et en tant que ministre de la Justice? En tant que ministre de la Justice, avez-vous par exemple été confronté au même challenge que M. Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice français, dont le parcours et le vôtre présentent des similitudes? Bien évidemment, c'est toujours l'avocat à la tête du département de la justice avec toutes les difficultés que cela peut comporter. D'abord, nous sommes a priori des connaisseurs du droit, des connaisseurs de la justice, des connaisseurs des milieux juridiques et des milieux judiciaires. Et le rapport entre l'avocat d'une part et les professionnels du droit n'est pas toujours simple parce que nous avons par ailleurs des rapports conflictuels a priori, notamment en ce qui concerne nos rapports avec les magistrats et les procureurs. Parce que simplement, nous sommes, nous, porteurs du message d'une partie contre une autre, et nous sommes en face de représentants des pouvoirs publics qui occupent les fonctions jugeantes, c'est le cas des magistrats, ou qui occupent aujourd'hui la défense de l'intérêt général, c'est le cas des procureurs. Et entre les deux, la relation avec l'avocat n'est pas plus simple. Et vu d'un point de vue politique, le sujet de ces rapports peut être rendu difficile encore parce que ce sont des opinions fortes, ce sont des opinions tranchées et ce sont des opinions qui se connaissent par ailleurs. Pour autant, la présence de l'avocat à la tête d'un ministère comme celui de la justice peut avoir des avantages, mais peut aussi connaître quelques inconvénients.
L'un des inconvénients, c'est le rapport difficile. L'autre inconvénient, c'est la croyance fondamentale en ce que aujourd'hui la justice est une trajectoire, le droit est un espace qui doit être occupé et la mise en harmonie de tout cela, notamment par un avocat, un défenseur des droits, peut éventuellement contrarier un certain nombre d'opinions, un certain nombre de réalités. Et en même temps, nous avons ce défaut que nous sommes des baroudeurs, nous avons tendance à prendre à bras le corps tout cela, nous avons tendance à nous engager nous-mêmes parce que nous avons une volonté, nous avons une puissance que nous voulons mettre en avant. Et cela n'est pas sans difficulté, ce sont les mêmes difficultés auxquelles j'ai été confronté et ce sont ces mêmes difficultés auxquelles le ministre de la Justice est confronté aujourd'hui dans une plus grande et plus large mesure. Mais la volonté est que dans nos pays en Afrique, le droit doit se construire, la justice doit occuper toute sa place et avoir à la tête de nos États, de nos ministères de la justice, des avocats peut aussi contribuer justement à l'édification et à la construction et à la consolidation des États de droit dans nos pays. Merci maître pour ces éléments d'éclairage. Et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Quel regard portez-vous sur la situation économique et politique actuelle du Mali? En fait, il nous a semblé utile d'évoquer cette préoccupation avec vous lorsque l'on regarde par exemple ce qui est en train de se passer au Sénégal depuis quelques jours. Oui, le Mali, le Sénégal dans l'état actuel, le Niger, le Burkina Faso et l'ensemble des pays qui sont en crise aujourd'hui sont des pays difficiles d'accès en raison de la crise. Et vous savez que les situations de crise sont aussi les situations de grande rupture du droit, de grande rupture de la justice, et sont des situations dans lesquelles aujourd'hui, ceux qui n'ont absolument rien à voir avec le droit, ceux qui pervertissent le droit, prennent de l'espace, et justement parce qu'ils ont besoin de cet espace-là aujourd'hui pour se mouvoir. Donc les États qui sont fébriles aujourd'hui, les États qui sont en crise aujourd'hui, les États qui sont dans des situations de grande difficulté au plan du terrorisme, au plan de la sécurité, ont une incidence négative justement sur le bon ordre des choses, sur le développement économique, sur le développement des affaires et visiblement ce sont des situations de grande rupture comme je l'ai dit. Le Mali n'est pas en parfaite santé, tout comme le Burkina Faso, tout comme le Niger, tout comme la Guinée-Conakry. Néanmoins, et malgré tout, nous avons besoin encore d'affirmer davantage le droit et les droits parce que la plupart de ces pays sont plutôt fournisseurs de matières premières, justement dans des substances assez prisées. Les mines, les minéraux, le pétrole, l'uranium, ce sont des produits aujourd'hui qui attirent parce que simplement les industries de par le monde ont besoin justement de ces matières premières pour fonctionner, pour créer, pour justement occuper un espace de marché. La guerre, le terrorisme et les dislocations et toute la désorganisation des sociétés à l'intérieur de ces États ne sont pas toujours les meilleurs moyens justement pour rendre service aux investisseurs, étant bien entendu qu'aujourd'hui ce sont les investisseurs directs étrangers qui sont intéressés par les matières premières, qui sont intéressés par nos marchés, qui sont intéressés à faire des affaires. La mise en place donc d'un cadre juridique doit participer naturellement à la défense des intérêts de ces pays, de ces nations. Et c'est pour ça aujourd'hui quand vous voyez le sort de l'exploitation minière dans nos pays, quand vous voyez le sort de l'exploitation du pétrole pour les autres pays aujourd'hui, il y a de quoi pouvoir s'inquiéter. Et c'est là que les mafias se mettent en place, c'est là que les groupes terroristes se mettent en place, et c'est là que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce que nous vivons dans des états de droit. Et le défi justement pour nous juristes et au-delà de nous, tous les acteurs économiques, c'est de faire en sorte aujourd'hui que les pays se sécurisent, c'est de faire en sorte aujourd'hui que le cadre juridique soit nettement mieux élaboré, c'est de faire en sorte aujourd'hui que la justice puisse être présente et puis procéder à la distribution de la justice dans des conditions telles où le développement économique, l'harmonie et le bonheur des gens puissent se faire. Merci à vous, maître, pour ces nouveaux éléments d'éclairage. Et nous poursuivons avec une autre préoccupation qui porte sur votre livre, c'est-à-dire l'ouvrage que vous avez commis et qui est intitulé « Être avocat dans l'espace OHADA ». Si vous deviez présenter cet ouvrage aux personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Je me suis désolé de l'existence d'un espace communautaire qui est à la fois juridique et judiciaire
dans lequel espace on a harmonisé le droit, ce qui est une bonne chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour créer une société en N'Djamena et avoir une succursale en Guinée équatoriale, pour avoir une maison mère à Bamako et une petite fille à Dakar, on n'a pas besoin d'un droit local, on a un droit communautaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour régler les litiges entre différents pays participants dans le même espace communautaire, on a un droit puissant et moderne en matière d'arbitrage, qui est l'actuel sur le droit d'arbitrage, ou qui est également le règlement d'arbitrage de la CCJA. Dans tous les cas de figure où les actes uniformes existent, il y en a 10 essentiellement, du droit comptable jusqu'au droit du règlement de litige, jusqu'au droit de sûreté, jusqu'au droit commercial, jusqu'au droit de société. Nous avons l'avantage d'avoir un droit homogène, un droit harmonisé, un droit uniforme. Et nous avons également une juridiction communautaire suprême qui est basée donc à Abidjan, qui essaie donc d'harmoniser justement toutes les jurisprudences qui sont rendues par les juridictions d'instance au niveau de nos États parties, en instance et en appel. Et le fait d'avoir une cour commune de justice qui est une cour de cassation et une cour de régulation de l'ensemble de ces décisions rendues dans nos États parties est aussi quelque chose de très très bien. Mais quand on regarde justement cet espace communautaire dans lequel existent également des avocats et qu'il y a des disparités énormes et incompréhensibles justement entre la loi sur les avocats dans un pays comme la Guinée-Conakry par rapport à un pays comme le Tchad ou par rapport à un pays comme le Cameroun, je me disais qu'il n'était pas normal que nous n'ayons pas justement un ordre juridique applicable donc aux avocats. Parce que ce sont les mêmes avocats qui, ensemble et en groupés, défendent des dossiers au-delà des frontières et se présentent devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Imaginez simplement que ces avocats soient régis par des déontologies différentes, que ces avocats n'aient pas le même nombre d'années requis en termes de stage, que ces avocats peuvent éventuellement accéder à la profession d'avocat quand ils sont titulaires d'une licence dans un pays, là où il faut un Master 1 dans un autre pays, ou là où il faut un Master 2 dans un autre pays, par exemple. Donc, ce souci majeur de connaître la loi applicable, de connaître le règlement applicable, de connaître la problématique des avocats dans l'ensemble de ces États qui m'a poussé justement à prendre la plume et puis à écrire donc la problématique de l'avocat dans cet espace-là. Je suis de ceux qui prônent un droit harmonisé, c'est le cas. Je suis de ceux qui prônent une jurisprudence harmonisée, c'est le cas. Je suis de ceux qui prônent aujourd'hui une législation commune propre aux avocats, comme c'est le cas en UEMOA, en tout cas pour ce qui concerne les aspects essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. 8 États parties dans le cadre de l'UEMOA ont décidé aujourd'hui d'avoir un règlement, donc un cadre juridique qui s'applique à la profession d'avocat pour ce qui concerne l'accès d'une part, pour ce qui concerne l'exercice ponctuel ou prolongé, pour ce qui concerne la déontologie, pour ce qui concerne la formation professionnelle, pour ce qui concerne l'ensemble des éléments qui ont trait donc à la profession d'avocat. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale et ce n'est pas le cas encore dans d'autres communautés et c'est pour ça que le combat qu'il faut mener, c'est aussi le combat de l'harmonisation de l'exercice de la profession d'avocat dans un espace où le droit est commun, la justice est commune. Il ne faut plus que les avocats qui doivent être communs également en termes de règlement. Merci, maître. C'est bien noté et nous enchaînons avec la préoccupation suivante. D'après vous, dans le contexte actuel marqué par les incertitudes, quelles sont les qualités que les professionnels du droit, notamment ceux opérant dans l'espace OHADA, doivent développer ? C'est-à-dire, on n'est pas simplement sur les avocats, mais également même les juristes d'entreprise, ou alors même ceux ou les magistrats. Alors, il faut déjà faire preuve de capacité réelle. D'abord, des capacités professionnelles aiguës, ensuite des compétences, d'abord en droit, mais pas qu'en droit, au-delà du droit. La question de la comptabilité, la question financière, la question fiscale, sont des éléments attractifs et nécessaires à la profession d'avocat aujourd'hui. Et la connaissance des langues, et notamment des langues internationales, est indispensable aujourd'hui, à commencer par l'anglais, à commencer par l'arabe, à commencer par le chinois, à commencer par toutes les langues aujourd'hui qui sont aussi des langues du commerce. Et après, ce qui est le plus important, c'est la capacité justement de dompter non seulement le droit local, mais aller au-delà du droit local, le droit communautaire et le droit international lorsqu'il est applicable aux affaires, par exemple. Et nous sommes donc dans des schémas aujourd'hui, dans des contrées où nous sommes donc entre les deux droits anglo-saxons et la civil law,
la connaissance de ces deux, la pratique de ces deux, le lien avec ces deux droits aujourd'hui, d'un point de vue procédural, a une importance de plus en plus énorme dans notre secteur d'activité. Vous voyez, l'avocat d'il y a 20-30 ans se contentait d'une licence ou d'une maîtrise en droit, parlait très peu autre langue que le français lorsqu'il était ressortissant d'un espace francophone, ou l'anglais lorsqu'il était ressortissant d'un espace anglophone. Mais aujourd'hui, les langues qui sont véritablement prisées, ce sont les langues du commerce international. La Chine aujourd'hui est hyper dominante en matière de commerce international, les pays arabes aussi, l'Espagne, les pays espagnols aussi, et puis le français, sans compter l'anglais. Donc, en gros, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement, lorsqu'on est avocat, juriste d'entreprise ou juriste simple, se contenter de la seule connaissance du droit. Au-delà de la connaissance du droit, il faut le combiner avec la capacité de pouvoir lire les comptes, avec la capacité de pouvoir lire un plan de financement ou un plan de trésorerie, de connaître donc la législation fiscale locale et les incidences internationales de cette législation, sans compter que les exigences professionnelles sont de plus en plus énormes à ce niveau. Voilà tout un ensemble aujourd'hui qui, combiné avec l'informatique, avec le digital, font de l'avocat, et un avocat moderne aujourd'hui, parce que les espaces nationaux ne sont plus représentatifs de rien, les espaces sont communautaires et les espaces sont régionaux, sous-régionaux et internationaux. Merci, maître. Et maintenant, droit au HADA et développement durable. Quel lien établissez-vous entre... Oui, droit au HADA, RSE et développement durable. Quel lien établissez-vous entre ces trois notions? Les entreprises dans l'espace OHADA sont des entreprises qui sont en lien direct avec l'international, où elles sont des filiales des entreprises internationales, où elles sont des succursales des entreprises internationales, où elles sont le prolongement économique des entreprises internationales. Toujours est-il dit que les entreprises de l'espace OHADA sont aussi des entreprises qui participent de l'universalité ou à l'universalité. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Les problématiques de RSE sont aussi celles qui se posent dans l'espace OHADA, la problématique du développement durable, la prise en compte du climat, la prise en compte de tout ce qui peut être respect de l'environnement, la problématique justement de ces questions devient non seulement essentielle mais utile, par exemple, parce que simplement on se rend compte que dans nos espaces, ce sont les pays qui régorgent donc des matières premières, que ce soit les mines, que ce soit les minéraux, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit le fer et un ensemble de choses. Ce sont des espaces aujourd'hui qui sont aussi d'une certaine exigence en ce qui concerne le respect de l'environnement, en ce qui concerne le respect de la sécurité, notamment des personnels ouvriers, en ce qui concerne même les équilibres aujourd'hui au plan économique entre les acteurs directs que sont les actionnaires dans le cadre de la société et les salariés par exemple, parce que aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est salarié que l'on participe donc à l'accroissement de la richesse d'une entreprise que pour autant, on ne peut pas être intéressé dans le capital, par exemple. Voyez-vous? Donc, ce sont un ensemble de choses aujourd'hui qui constituent des exigences au plan international, mais en même temps, au plan local africain, dans le cadre de l'espace OHADA, parce qu'il n'y aurait pas un seul instant que nous participons, nous aussi, dans le cadre de traités, dans le cadre de conventions, à prendre des engagements qui ont un impact donc sur l'ensemble de nos activités économiques. Même s'il n'existe pas à proprement parler aujourd'hui un droit propre au HADA en ce qui concerne le développement durable, en ce qui concerne la protection de l'environnement, en ce qui concerne la sauvegarde des équilibres en interne et en externe, progressivement aujourd'hui ces exigences sont aussi celles que se fixent les entreprises, parce que simplement les entreprises participent aujourd'hui dans une sphère internationale, dans un contexte de modernité, avec les mêmes contraintes que celles des autres. Merci, maître, c'est bien noté. Et maintenant, trois événements de l'actualité socio-économique de ces derniers mois qui vous ont marqué. Si vous deviez en évoquer, ce seraient lesquels d'après vous? Le premier événement désole est quand même la facilité avec laquelle nous assistons aux ruptures de l'égalité constitutionnelle dans nos États en Afrique.
Je vois par exemple un pays comme la Guinée, un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina Faso, la facilité avec laquelle aujourd'hui, une fois armé, on prend la direction du palais pour renverser ceux qui sont en place, pour prendre la suite, en espérant que l'on est capable de toujours mieux faire que les autres. Ce n'est pas toujours évident et je ne me pose même pas la question de savoir s'il y a des raisons fondées ou pas pour ces ruptures constitutionnelles. Je me dis simplement au regard de ce qui se passe que la construction des États de droit, l'élargissement de l'espace démocratique et la prise en compte de l'espace républicain sont encore des chemins qu'il faut emprunter pendant longtemps en Afrique. Et au-delà, quand je vois aujourd'hui le niveau élevé justement de la pauvreté, notamment de la pauvreté intellectuelle due au fait que des gens vont de moins en moins à l'école et même quand ils y vont, ils restent très peu dans l'espace scolaire pour être éduqués, pour être enseignés, pour être capable aujourd'hui de pouvoir prétendre exercer un métier, une fonction donnée, dû au fait que l'extrême pauvreté économique a une incidence justement sur l'extrême pauvreté intellectuelle et que de moins en moins d'États mettent en avant la question de l'éducation nationale comme étant une priorité. On est en train aujourd'hui de fabriquer une masse importante d'ignorants dans tous les domaines qui, au-delà de pouvoir manipuler les téléphones mobiles pour dire juste allô, pour recevoir un appel et puis pour émettre un appel, ne savent rien faire du mobile alors que le mobile lui-même regorge de fonctionnalités qui sont énormes. Quand je vois aujourd'hui le niveau assez faible d'imprégnation au droit, de respect de la justice et de la capacité justement des juges à se prendre en main dans une démarche de juge indépendant pour dire le droit, cela aussi me désole. L'un mis dans l'autre me met en face de situations, les trois que j'ai évoquées, qui aujourd'hui compromettent dangereusement la possibilité pour nos États de pouvoir vivre ou de pouvoir survivre et de faire en sorte aujourd'hui que nous puissions faire preuve non seulement d'indépendance nationale mais de souveraineté, parce que l'indépendance nationale c'est aussi la capacité d'avoir une justice, c'est aussi la capacité d'avoir des hommes et des femmes jeunes qui vont à l'école et c'est aussi la capacité justement de respecter véritablement et scrupuleusement le droit. Merci, maître. Et enfin, nous sommes parvenus au terme de cet entretien avec juste une dernière question à évoquer avec vous. Trois choses qui vous aident à rester motivé, à garder le sourire malgré le contexte actuel marqué par des crises multiformes. L'ignorance des gens en Afrique qui peut exprimer une sorte de naïveté, mais qui n'en est pas. Cette ignorance qui exprime la naïveté est aussi la source d'un espoir. Et comme on le dit en Afrique, tant qu'on est en vie, on est capable de beaucoup de choses encore. Et deuxièmement, la prise de conscience des jeunes générations africaines qui doivent compter d'abord sur eux-mêmes et qui doivent être capables justement de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, pour prétendre à savoir là où ils vont. Le troisième, c'est que la gestion de l'État, l'administration des affaires publiques, l'intérêt général vont avoir de plus en plus d'importance. Quand je vois cette masse de gens dans les rues de Dakar pour revendiquer des droits, notamment le droit à la justice, en rappelant simplement à ceux qui sont à la tête de l'État que jamais, au grand jamais, ils ne se laisseront véritablement berner par des démarches de grande fausseté, par des démarches de confusion de l'intérêt général par rapport aux intérêts privés, par la prise en main de la puissance de l'État pour exercer justement cette puissance non pas au profit de l'intérêt général, mais au profit des intérêts particuliers. Tout cela sont des situations sur lesquelles je réfléchis moi-même, je m'interroge moi-même en me disant sans cesse que le combat est continu, le combat est rude, pour autant il faut mener le combat. Merci à vous, maître, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Et nous vous souhaitons tous nos meilleurs encouragements dans le cadre de la conduite de vos activités. Merci infiniment et bon courage à vous. Merci.